l'objet fondamental de l'algèbre linéaire, les espaces vectoriels. Un espace vectoriel, c'est un ensemble d'éléments, appelés vecteurs, que l'on peut additionner entre eux et multiplier par des nombres réels, sans jamais sortir de cet ensemble. Imaginez-le comme un terrain de jeu où toutes les opérations restent sur le terrain. C'est une structure très riche, définie par un ensemble précis de règles que nous appelons axiomes. Visualisons cela en 3D. Ici, nous avons un plan qui représente notre espace vectoriel. Chaque flèche est un vecteur. Si nous prenons deux vecteurs, U et V, et que nous les additionnons, leur somme S reste parfaitement dans notre plan. L'espace est fermé sous l'addition et la multiplication par un scalaire. Mais attention! Tout ensemble n'est pas un espace vectoriel. Prenons cet exemple, un simple cercle. Si nous traçons deux vecteurs partant du centre et s'arrêtant sur le cercle, ils sont dans notre ensemble. Cependant, si nous tentons de les additionner, la somme U plus V sort immédiatement du cercle. Le cercle n'est donc pas un espace vectoriel, car il ne respecte pas la règle de fermeture pour l'addition. Maintenant que nous avons compris ce qu'est un espace vectoriel et ce qui ne l'est pas, voici quelques exemples usuels et fondamentaux que vous rencontrerez souvent en mathématiques et en physique. Les nombres réels, les nombres complexes, les vecteurs de Rn, les polynômes, les fonctions et les suites de nombres réels. Qu'est-ce qu'un sous-espace vectoriel? C'est simplement un petit espace vectoriel contenu dans un espace plus grand. Pour que ceci soit vérifié, trois propriétés sont nécessaires et suffisantes. D'abord, le vecteur nul doit appartenir à l'ensemble. Ensuite, la somme de deux vecteurs de l'ensemble doit encore appartenir à l'ensemble. Enfin, lorsqu'on multiplie un vecteur par un réel, le résultat doit rester dans l'ensemble. Regardons maintenant ce que cela signifie géométriquement. Ici, le vecteur x définit une première direction dans L espace et tous les multiples lambda fois x forment une droite. De la même manière, le vecteur y crée une seconde direction indépendante avec tous les vecteurs alpha fois y, mais l'idée fondamentale apparaît lorsqu'on combine ces deux directions. Chaque vecteur de la forme lambda fois x plus alpha fois y produit un nouveau point de l'espace. En faisant varier lambda et alpha, on obtient progressivement une infinité de combinaisons linéaires qui remplissent entièrement une surface. Cette surface est un plan vectoriel, autrement dit le sous-espace engendré par les vecteurs x et y. Certains sous-espaces vectoriels reviennent constamment et il faut les reconnaître immédiatement. On commence par les sous-espaces triviaux, l'ensemble réduit au vecteur nul et l'espace tout entier. Ensuite viennent les espaces engendrés. Le vect d'un vecteur représente tous ses multiples scalaires. Géométriquement, c'est une droite vectorielle. Et le vect d'une famille correspond à toutes les combinaisons linéaires possibles de cette famille. Puis apparaissent les espaces de polynômes où le degré reste contrôlé. Enfin, les espaces de matrices jouent un rôle fondamental. Matrice diagonale, triangulaire, symétrique ou antisymétrique. Dans tous les cas, les trois réflexes restent les mêmes. Présence du vecteur nul, stabilité par addition et stabilité par multiplication scalaire. Passons à l'illustration 3D des sous-espaces vectoriels. Un seul vecteur peut déjà engendrer un sous-espace vectoriel. En prenant tous ces multiples scalaires, on obtient une droite vectorielle. C'est le vect de U. Mais dès qu'on ajoute un second vecteur non collinéaire, la structure change complètement. Les combinaisons linéaires de U et V remplissent maintenant un plan tout entier. Ce n'est plus une direction, mais une surface vectorielle. Et tout repose sur une idée fondamentale, les vecteurs ne doivent pas être collinéaires. Maintenant, ajoutons un troisième vecteur dans l'espace. Que va devenir le vect de U, V et W? Obtiendra-t-on simplement un autre plan, ou bien tout l'espace? La réponse dépend d'une notion centrale en algèbre linéaire, la liberté et la génération des familles de vecteurs. Ce que nous verrons dans la prochaine vidéo. Abonnez-vous alors. Une famille génératrice permet de reconstruire tout un espace vectoriel à partir d'un nombre limité de vecteurs. Autrement dit, chaque vecteur de l'espace peut s'écrire comme combinaison linéaire des vecteurs de la famille. Lorsque un seul vecteur est présent, on engendre simplement une droite.
tous les vecteurs obtenus restent alignés avec lui. Puis, avec deux vecteurs non collinéaires, l'espace s'ouvre et l'on engendre tout un plan. C'est précisément ce que représente la notation vect, l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires possibles. Ensuite viennent les exemples fondamentaux, les droites vectorielles, les plans engendrés par deux vecteurs, ou encore les espaces de polynômes et de matrices. Enfin, une propriété essentielle apparaît. Toute surfamille d'une famille génératrice reste génératrice. Pourquoi? Parce que si un vecteur s'écrit déjà à l'aide des premiers vecteurs, ajouter de nouveaux vecteurs ne réduit jamais les possibilités de combinaison. Au contraire, on peut toujours reprendre l'ancienne écriture en donnant simplement le coefficient 0 au nouveau vecteur ajouté. C'est cette idée qui prépare naturellement la suite. Comprendre quelle famille génère tout un espace, mais aussi lesquels contiennent des vecteurs inutiles. C'est une famille où chaque vecteur apporte réellement une nouvelle direction. Regardez ici, le premier vecteur crée une droite, le second étend l'espace vers un plan, puis le troisième ouvre une nouvelle dimension. Aucun vecteur n'est obtenu à partir des autres. A l'inverse, lorsqu'un nouveau vecteur reste dans le plan déjà engendré, il devient combinaison linéaire des précédents. La famille perd alors son indépendance. C'est exactement ce que traduit le théorème fondamental. Une famille est libre lorsque la seule combinaison linéaire donnant le vecteur nul est la combinaison triviale, celle où tous les coefficients sont nuls. Cette idée devient ensuite un outil concret pour répondre aux exercices. On écrit une combinaison nulle, on transforme le problème en système linéaire, puis on montre que tous les coefficients s'annulent. Enfin, le même phénomène apparaît naturellement dans les polynômes. Lorsque les degrés sont strictement échelonnés, le terme dominant impose successivement l'annulation de tous les coefficients, ce qui garantit la liberté de la famille. Maintenant, les bases. L'équilibre parfait entre liberté et génération. D'un côté, les vecteurs doivent être suffisamment nombreux pour engendrer tout l'espace. De l'autre, aucun ne doit être inutile. C'est cette combinaison qui permet de décrire chaque vecteur de manière unique. Lorsqu'une famille est une base, tout vecteur de l'espace admet une unique décomposition comme combinaison linéaire des vecteurs de cette base. L'existence vient du fait que la famille est génératrice. Elle couvre tout l'espace et l'unicité découle de la liberté. Aucune relation linéaire parasite n'est possible entre les vecteurs de la base. Les coefficients obtenus deviennent alors les coordonnées du vecteur dans cette base et le vecteur colonne associé permet de traduire toute la géométrie en calcul matriciel. Ensuite apparaît une idée fondamentale. Un espace vectoriel est de dimension finie lorsqu'une famille génératrice finie suffit à le décrire. À partir d'une telle famille, on peut toujours supprimer les vecteurs inutiles jusqu'à obtenir une base. Inversement, toute famille libre peut être complétée progressivement pour engendrer tout l'espace. Ces deux résultats conduisent à une conséquence majeure. Toutes les bases d'un même espace possèdent exactement le même nombre de vecteurs. Ce nombre invariant est la dimension de l'espace. Enfin, les exemples fondamentaux de bases sont les bases canoniques, celles de Rn, des espaces de matrices ou des polynômes. Après avoir compris ce que c'est une base, deviennent les bases canoniques des espaces usuels. On commence par R puissance n, où chaque vecteur de la base isole exactement une direction de l'espace, puis on montre comment tout vecteur se décompose naturellement suivant ces directions. Ensuite, on passe aux espaces de matrices, où chaque matrice élémentaire contrôle une seule case à la fois, ce qui explique immédiatement pourquoi la dimension vaut n fois p. Enfin, on termine avec les polynômes, où les puissances de x jouent le rôle de direction fondamentale. Une question fondamentale reste encore ouverte. Comment reconnaître rapidement qu'une famille est une base? Le théorème de cette vidéo répond précisément à cette question. Lorsqu'une famille possède exactement autant de vecteurs que la dimension de l'espace, alors tout devient équivalent. Être libre, être génératrice ou être une base. C'est un résultat essentiel en algèbre linéaire
parce que, en pratique, il simplifie énormément les démonstrations. Très souvent, au lieu de montrer directement qu'une famille engendre tout l'espace, il suffit simplement de prouver qu'elle est libre. On commence alors par un exemple détaillé dans R3, avec une famille qui n'est pas la base canonique, afin de voir concrètement comment traduire la liberté en système linéaire et comment résoudre ce système rigoureusement. Ensuite, on introduit les célèbres polynômes de Lagrange. On définit leur forme générale, on explique pourquoi ils sont construits pour valoir 1 en un point et 0 sur les autres. Puis, on montre pas à pas que, dans le cas des polynômes de degré inférieur ou égal à 2, cette famille est libre, donc automatiquement une base, grâce au théorème fondamental. Quand on prend deux sous-espaces vectoriels f et g, on peut former leur somme. Ce sont tous les vecteurs qu'on peut écrire comme une partie venant de f plus une partie venant de g. Et cette somme est encore un sous-espace vectoriel. Ici, par exemple, le vecteur rouge se construit avec une composante bleue dans f et une composante verte dans g. Donc tous les vecteurs obtenus de cette manière remplissent le plan. Mais il y a un problème important. Cette écriture n'est pas toujours unique. Avec deux plans, on peut projeter le vecteur rouge une première fois et obtenir une décomposition, puis recommencer autrement et obtenir une deuxième écriture du même vecteur. Donc plusieurs couples peuvent redonner exactement le même vecteur. Pour éviter ça, on introduit la notion de somme directe. Cette fois, f est un plan et g une droite qui ne rencontre le plan qu'à l'origine. Alors la décomposition devient unique. Une seule projection sur f, une seule composante dans g et une seule manière de reconstruire le vecteur rouge. On dit alors que l'espace est la somme directe de f et g. Et en dimension finie, cela équivaut au fait que leur intersection soit réduite au vecteur nul et que la somme de leurs dimensions donne la dimension de l'espace tout entier.